Alors moi aussi, je commence en remerciant les organisatrices de ce magnifique colloque et l'aimable public participanti à différents moments d'un côté de l'autre de la table, de la tribune et tout ça. Je suis vraiment très contente, ça m'a beaucoup fait réfléchir tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Je ne vais pas parler tout le temps dans cette nouvelle langue que nous sommes en train d'apprendre. Ce que je voudrais d'abord faire, après ces remerciements, c'est situer... Est-ce que vous m'entendez bien déjà, cette première... Et deuxièmement, donc vous dire que n'hésitez pas à faire des signes qui me permettent, si jamais ça ne va pas, de le savoir, ou si vous voulez poser des questions avant que ce soit fini ou quoi. Donc, n'hésitez pas. Et ce que je voudrais faire donc avant de commencer le développement proprement dit, mais ça en fait partie quand même aussi, c'est situer le point de vue à partir duquel je vais m'exprimer. C'est-à-dire me situer, et je voudrais me situer à la fois dans les rapports sociaux de sexe, dans les rapports sociaux de race et dans les rapports sociaux de classe. Et en plus, je voudrais le faire à la fois d'un point de vue sociologique, guillemets, 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 objectif, guillemets, 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 et d'un point de vue politique, subjectif. Et je vais un tout petit peu changer la façon dont je le fais parce que, voilà. D'abord, dans les rapports sociaux de race, quand je suis née, j'ai été tout de suite mise du côté de la nationalité française, donc citoyenne à part entière, etc., et d'un pays colonial, impérialiste, troisième producteur et vendeur d'armes et de doctrines militaires dans le monde, voilà, et du côté blanc. Et puis, ça c'est du point de vue objectif, du point de vue subjectif ou politique, tout en étant dans cette position, j'essaie de participer, depuis ma position, aux luttes contre le racisme, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme et les diverses formes de racisme qui existent. Après, d'un point de vue de classe, je suis originaire d'une classe sociale favorisée et ma profession m'a amené à rester dans cette classe sociale privilégiée, puisque je suis professeur à la fac. Après, d'un point de vue politique, tout en étant dans une position de classe privilégiée, et même si la classe n'est pas censée se suicider, ce qui pose problème, mais j'essaye de participer aux luttes contre le mode de production capitaliste, actuellement néolibéral, avec tout ce que ça implique, mais enfin en tout cas j'essaye vraiment je pense que voilà, il faut en finir avec ce mode de production. Et puis, dans les rapports sociaux de sexe, quand je suis née, les gens qui m'ont examinée ont dit « Ouh, ça a l'air d'être une femelle ». Mais d'un point de vue social et politique, je me définis en tant que lesbienne, au sens qu'a donné Monique Wittig à ce terme, c'est-à-dire non pas une femme homosexuelle, mais une personne qui tente de ne pas devenir ou de ne pas rester une femme. Donc, c'est pas directement lié à des pratiques sexuelles, c'est lié par contre à l'analyse de la position de femme ou de la catégorie femme comme une catégorie femme, comme une catégorie d'oppression ou position de femme comme une position de classe opprimée, ou je vais mieux expliquer, appropriée pour le dire dans les termes de Colette Guillaumin qui est une complice intellectuelle de Monique Wittig. Voilà, donc c'est à partir de ces, j'ai pas dit identité, mais c'est à partir de ces positions dans les rapports sociaux que je m'exprime et que je fais des analyses. Alors, je voudrais... et un autre élément aussi, c'est que j'ai longtemps été, ou peut-être je suis toujours, en tout cas je me place comme sociologue des mouvements sociaux notamment, et je vais donner des éléments d'anthropologie et de sociologie essentiellement, et un peu de philo, mais c'est quand même aussi beaucoup de choses d'anthropo et de sociaux. Et je vais surtout évoquer deux grands corpus théoriques ou courants. Un, les matérialistes, les féministes matérialistes francophones. Deux, les féministes noirs et off-color des États-Unis peut-être principalement, mais en fait il y en a dans plein d'autres endroits du monde. Et ces deux courants théoriques qui, à partir d'une expérience notamment collective et d'une praxis sociale et politique, ont réfléchi sur qu'est-ce que ça pouvait bien être qu'une femme et d'autres choses.
et c'est des positions, c'est des réflexions, des courants qui ont en commun, en tout cas de mon point de vue, une position de dénaturalisation radicale, donc au sens qui va à la racine, dénaturalisation des différentes catégories, et une lutte pour la justice sociale qui est une lutte pour la transformation radicale, donc de fond en comble, de l'organisation sociale. Donc les matérialistes francophones. Alors tout ce que je vais dire, je le dis de manière hyper rapide. En fait, ça mériterait au moins 1 mois de développement chaque sous-partie et tout. Donc vous m'excusez. Et j'ai pas fait de PowerPoint. Je suis pas voilà. Donc les noms, si vous avez besoin, je peux les répéter, etc. Les épeler, tout ça. Alors les matérialistes francophones. Donc c'est un groupe qui s'est constitué plus ou moins autour de la revue Questions féministes à la fin des années 70. Pas de nouvelles questions féministes. Et dans ce groupe, il y a grosso modo, je vais parler de Colette Guillaumin, de Monique Wittig, de Nicole Claude Mathieu, qui sont 3 de mes héroïnes de la vraie vie. Voilà. Ces matérialistes francophones, donc, en fait, plus ou moins toutes leurs pensées s'organisent autour de quelque chose qui a été formulé par Colette Guillaumin, donc qui était sociologue. Et Colette Guillaumin, son premier travail, en fait, à la fin des années 60, c'est la première qui dénaturalise radicalement le racisme en disant, contrairement à ce qu'on croit d'habitude, le racisme, ce n'est pas traité de manière inégalitaire des groupes différents. C'est l'idéologie qui nous amène à croire qu'il y a des groupes différents. Et ce faisant, croyant qu'il y a des groupes différents, on les crée. Donc en fait, elle met le truc à l'envers. Et d'une certaine manière, c'est aussi ce raisonnement que, à sa suite, je vais appliquer, et à la suite de Monique Wittig, au sexe, si vous préférez au genre, mais moi je préfère dire sexe et rapports sociaux de sexe. C'est-à-dire, en fait, c'est l'idée même, enfin, c'est la logique même, c'est un rapport social de pouvoir qui crée aussi bien les femmes que les hommes. Et non pas quelque chose de biologique à partir duquel on crée. Non, le biologique, on peut complètement le laisser de côté, de mon point de vue en tout cas, pour vraiment réfléchir sur le rapport social qui crée simultanément un groupe qu'on appelle les hommes et un groupe qu'on appelle les femmes, et qui sont créés, c'est pas de la binarité, c'est une dialectique, c'est un rapport dialectique, et qui ne crée pas une binarité symétrique, mais qui crée 2 catégories ou 2 classes sociales de sexe qui sont pas du tout dans une position symétrique, qui sont dans une position antagoniste où un groupe, il y a différentes manières, mais un groupe approprie ou s'approprie l'autre groupe, individuellement et collectivement. Ok, le temps passant très vite. Donc Colette Guillaumin, c'est la base, c'est son analyse des rapports de sexage. Elle appelle ça l'appropriation individuelle et collective, rapport de sexage. Wittig, quand elle dit les lesbiennes ne sont pas des femmes, donc ce qu'elle veut dire par là, c'est les lesbiennes sont des personnes qui tentent d'échapper à la catégorie femme ou qui tentent de sortir de la classe des femmes, mais pas seulement. Wittig ajoute, en plus, les lesbiennes, ce sont des personnes qui, jour après jour et de manière décidée, luttent contre ce qu'elle a appelé la pensée straight, ou l'idéologie pensée straight. En fait, ce qu'elle a voulu dire par là, c'est l'idéologie de la différence des sexes. C'est-à-dire la croyance jamais prouvée qu'il existe réellement une différence des sexes. On a dit, c'est un nuage de points, enfin moi c'est mon image, c'est pas la constellation, c'est le nuage de points, c'est le continuum si vous préférez, mais en tout cas, voilà. Bien sûr que plein de gens, enfin tous les gens ont des corps, etc., qui ont des couleurs, qui ont des organes génitaux, qui ont des cheveux, qui ont tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas 2 groupes fermés sur eux-mêmes, étanches, radicalement différents, ni en termes de race, ni en termes de sexe, ni en aucun autre terme de mon point de vue, enfin la question ne se pose pas dans les autres termes. Ok, donc c'est le genre qui crée le sexe, dit encore d'une autre manière. Voilà. Guillaumin, Wittig, la 3e Laronne, qui me semble très significative et qui est quelquefois moins connue, c'est Nicole Claude Mathieu, donc anthropologue et sociologue, qui, alors parmi tous ces textes, il y a son premier qui s'appelle « Note pour une définition sociologique des catégories de sexe », où elle nous explique, c'est elle la première qui dit en fait, ce qui définit les femmes, c'est pas les femelles. Ce qui définit les femmes, c'est les hommes. Ce qui définit les hommes, c'est pas la malité, c'est le rapport social avec l'autre catégorie. Ça, c'est vraiment un truc important, et elle l'écrit dès 71, et elle le dit dès 70 dans un congrès mondial de sociologie. Je ne sais pas pourquoi, les collègues ont fait la sourde oreille, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle l'a pas dit, voilà, au bar, à sa copine préférée seulement. Bon. Alors que, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Et de ça, elle déduit qu'on ne peut pas étudier
séparément les hommes ou les femmes. Il faut les comprendre comme faisant partie d'une même équation. Ça sert à rien d'étudier juste un terme en faisant abstraction de l'autre. Notre article, voilà, un petit article. Alors, si vous voulez la lire in extenso, c'est l'anatomie politique 1 et l'anatomie politique 2. C'est deux livres, le même titre. Un autre article intéressant, elle parle de la différenciation des sexes et non pas de la différence des sexes. Donc, dans le processus de différenciation, c'est là que tout se joue. Il y a aussi un article très intéressant de Colette Guillaumin sur le corps construit, où elle explique toutes les manières dont on construit les corps féminins, dits féminins, les corps dits masculins, et donc les femmes et donc les hommes. Il y a plein de textes très intéressants. Il y a un autre texte vraiment très intéressant de Mathieu qui s'appelle « Identité sexuelle, sexuée ou de sexe », où elle fait, et là je pense que pour nous ça va être très utile, elle fait la distinction dans différentes époques et cultures, donc variations géographiques et chronologiques. Elle dit en fait ce que nous prenons dans le monde occidental comme la manière universelle de comprendre le sexe, le genre et la sexualité, ce n'est qu'un mode de conceptualisation parmi d'autres. Il y en a 3, elle en différencie en tout cas 3. Donc dans le premier, celui qu'on connaît, je ne vous l'explique pas beaucoup parce que vous le connaissez, c'est le plus important, c'est le sexe, c'est la vérité du sexe biologique. Ensuite, le genre se construit sur le sexe biologique et par-dessus, l'hétérosexualité telle que nous la connaissons coiffe le tout et garantit le solidifie. Mais elle dit, il y a plein d'autres cultures, notamment majoritairement des cultures non occidentales, où en fait l'identité qui prime, c'est pas le sexe, c'est le genre. En plus, ce n'est pas quelque chose qui est vécu individuellement, c'est une identité collective. En fait, je me considère comme une femme parce que j'ai été initiée avec d'autres personnes qui sont considérées comme des femmes, et alors on a fait tel truc ensemble, et l'hétérosexualité dans ce cadre-là rassemble des gens qui sont de genres différents, mais peu importe leur sexe biologique, créant beaucoup d'erreurs chez les anthropologues qui croient voir de l'homosexualité, là où en fait, dans la logique des sociétés concernées, c'est de l'hétérosexualité. Et elle dit, le troisième mode, c'est celui que développent certains groupes culturels, et surtout que développent par exemple les féministes radicales, qui est de dire, on a conscience que aussi bien le sexe que le genre sont des constructions sociopolitiques, et qu'en fait, et du coup forcément l'hétérosexualité aussi, et donc voilà, on a conscience que tout est politique. Donc elle appelle le premier naturaliste, le deuxième mode culturaliste, c'est la culture qui prime, et c'est quelque chose, encore une fois, une identité collective de genre, et le troisième, c'est une perspective politique. Cet article est vraiment extrêmement intéressant, mais quelquefois on peut avoir l'impression que c'est trop compliqué, parce qu'elle donne tellement d'exemples. Tu peux rappeler le titre de l'article ? Identité sexuelle, sexuée de sexe. Et c'est le dernier chapitre de l'anatomie politique. Et vraiment, je vous le recommande. Après, on peut dire, oui, tel groupe, elle n'a pas mis dans la bonne catégorie et tout. Mais à l'époque où elle l'écrit, avec la vaste culture anthropologique qu'elle a, c'est vraiment très intéressant. Et même si, peut-être aujourd'hui, encore une fois, on pourrait classer ailleurs, hein, mais ce que ça nous montre surtout, c'est le caractère tellement relatif de ce dont les gens sont absolument intimement convaincus, c'est-à-dire qu'il y a une vérité du sexe, ou bien qu'il y a une vérité du genre, il n'y en a pas. C'est-à-dire, dès qu'on change de culture, tout ça... Voilà, je m'arrête là puisque je suis à la moitié du temps, pour avoir l'autre moitié à peu près équitablement répartie, pour les perspectives des féministes afro-états-uniennes, ou bien afro en général, ou bien de couleur, et pas seulement de couleur des États-Unis. Et en fait, et je pense que ça vraiment c'est une dimension extrêmement importante, c'est l'imbrication des rapports sociaux et des positions dans les rapports sociaux de sexe, mais aussi de race et aussi de classe. Sur la classe, c'était montré dans une diapositive où on voyait, je crois que tu l'as pas développé, mais on voyait que, par exemple, au 18e en France, le dimorphisme de classe est beaucoup plus important que le dimorphisme de sexe. Hein, c'est un truc qu'on sait, c'est-à-dire entre la princesse et le prince, ils se ressemblent plus que par rapport aux manants et aux manantes. Mais en termes de race aussi, c'est vraiment extrêmement fort, et vous connaissez toutes et tous, et les autres, la fameuse phrase de Sojourner Truth, donc une femme anciennement esclavagisée aux États-Unis, qui dit voilà, regardez-moi, etc. J'ai des bras forts, j'ai eu plein d'enfants, j'en ai été séparée, et pourtant ne suis-je pas une femme, entire woman. Donc la situation des personnes noires anciennement
enfin, qui sont passés par cette expérience historique de l'esclavage aux États-Unis, mais en fait ailleurs aussi, vraiment est une des portes d'entrée très importantes pour mesurer à quel point ce qui est considéré comme étant une femme ou ce qui est considéré comme étant un homme, c'est très relatif. Et notamment, comme vous le savez, donc, les femmes noires étaient dans la logique, dans l'idéologie esclavagiste, en fait. C'est ça qui les a créées comme étant des femmes fortes, capables de travailler comme des hommes dans les champs, grandes, balèzes. Il y a eu aussi toute la sexualisation, l'hypersexualisation, et en même temps le déni de la possibilité d'être mère. Si une femme est définie d'abord par être mère, les femmes noires, elles n'étaient pas censées esclavagiser. Si une femme s'est définie par être plus petite et plus faible, du coup les femmes noires, voilà. Tout ça qu'on sait. Et puis aussi pour les médecins, il y a l'histoire de la résistance à la douleur. Alors, les femmes noires, elles accouchent en plein champ, hop, elles retournent travailler en chantant. Pourtant, ne sont pas des femmes. Et ça rejoint aussi toute la question du soi-disant syndrome méditerranéen. C'est-à-dire comment, en fait, des personnes qui sont placées du même côté, plus ou moins du biologique, le biologique n'existant pas vraiment, mais et aussi du même côté des rapports sociaux de sexe, ne sont pas du tout perçus comme des femmes de la même manière ou comme des hommes selon leur position dans les rapports de race. Vous savez aussi que, par exemple, les femmes noires, justement, la première chose que font les médecins très souvent, et notamment dans tout le continent d'Abiyaya, d'Amérique latine et des Caraïbes, dès qu'ils ont l'occasion, hop, ils leur retirent l'utérus. C'est pour un oui, pour un non. Il y a beaucoup plus d'hystérectomie chez les femmes noires. Une autre information intéressante, c'est comment aux États-Unis, la chirurgie esthétique concerne beaucoup plus les femmes blanches, pas seulement parce qu'elles ont plus de moyens, mais parce que, comme les femmes blanches, comme Scarlett O'Hara, vous savez, c'est des vraies femmes, elles ont beaucoup de seins, beaucoup de fesses, la taille fine, etc. Mais en fait, en vérité, ça ne se fait pas sans payer. C'est-à-dire, beaucoup de femmes sont obligées de se payer des opérations onéreuses pour ressembler à l'image qui est projetée des femmes blanches, pour se distinguer des femmes noires qui, elles, sont censées être peu féminines. Donc c'est tout à fait intéressant de voir comment, en fait, c'est des catégories extrêmement travaillées. Et là, on ne parle pas du tout de changement de sexe, on parle de femmes qui sont obligées, par l'esthétique et par la définition de ce que c'est qu'une femme blanche, plutôt d'ailleurs de classe supérieure, sont obligées d'intervenir sur leur corps pour que leur corps puisse enfin ressembler à ce qu'elles sont censées être. Ce qui rejoint les paroles de Wittig quand elle dit « Femme, c'est une catégorie à travers laquelle on nous a forcé à transformer notre corps et on nous a complètement mis dans une catégorie à laquelle... voilà. » Alors, première réflexion sur des femmes noires, ou à partir de la situation des femmes noires avec toute cette histoire de l'esclavage. Deuxième élément, par exemple, toute la réflexion donc décoloniale de la philosophe argentine vivant aux États-Unis, ayant vécu aux États-Unis, María Lugones. María Lugones, je résume vraiment beaucoup, je le dis très brutalement, mais elle s'appuie sur le travail d'un sociologue péruvien qui s'appelle Aníbal Quijano. Aníbal Quijano, lui, il dit, contrairement à l'histoire admise, notamment marxiste, du capitalisme qui aurait commencé au 19e avec l'industrialisation de la Grande-Bretagne, non, le capitalisme a commencé en 1492 avec la colonisation de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et à son début, c'est le début du capitalisme, à son début, l'opération qu'il a fait, c'est de racialiser toute une partie de l'humanité, qui étaient à la fois les populations qui vivaient sur ce continent, puis ensuite les populations qui ont été amenées de force en esclavage. Donc, le capitalisme, selon Quijano, ne commence pas avec la prolétarisation des gens en Grande-Bretagne au 19e, mais commence avec la racialisation d'autres gens en 1492. María Lugones dit « J'adore ce que tu fais, mais tu as oublié un élément, c'est qu'en fait, le capitalisme, il commence en effet en 1492 avec la sexualisation des femmes, là je le dis dans mes termes, elle dit avec l'imposition du genre moderne colonial à toutes ces populations qui ne concevaient pas du tout nécessairement ni l'existence de femmes et d'hommes, ni les contenus associés à femmes et hommes, ni l'hétérosexualité, ni tout ça. Un autre truc qu'elle dit en fait, sans peut-être faire exprès, c'est que en même temps, cette imposition du genre, ça a été aussi une imposition du genre pour les populations européennes. Pas le même genre, mais aussi imposé en même temps. Et donc, en fait, aussi une imposition de l'hétérosexualité. Donc, elle, ça lui permet, cette réflexion lui permet et complémente un peu le travail de Wittig en disant l'hétérosexualité, c'est aussi quelque chose qui est historique. C'est pas du tout une pulsion innée de l'être humain. De toute façon, déjà, comme il n'y a pas de mâle et de femelle, on aurait bien du mal à
forcément vouloir aller les uns avec les autres, puisque il n'y a pas de catégorie vraiment clairement définie. Je vous ai pas dit, mais en fait, Gayle Rubin, une autre un peu de la veine matérialiste, même si elle était des États-Unis, Gayle Rubin, Mathieu dit que Gayle Rubin dit que Claude Lévi-Strauss, que le monde entier nous envie, a été à 2 doigts de faire une théorie de l'hétérosexualité comme un phénomène culturel, parce que Claude Lévi-Strauss a dit « J'observe que dans toutes les sociétés, en fait, il y a un tabou plus fondamental que le tabou de l'inceste. » Beaucoup de choses à dire sur l'inceste, mais c'est le tabou de la similitude et la division sexuelle du travail qui est imposée dans toutes les sociétés. Imposée. Elle est différente dans chaque société, mais dans chaque société, il y a une division sexuelle du travail. En fait, dit Lévi-Strauss, c'est une manière pour ces sociétés de faire en sorte qu'il y ait des unités familiales où il y ait au moins un mâle et une femelle, parce que sinon, ils vont pas naturellement ensemble et ils font pas naturellement des enfants ensemble. Mais là, la division sexuelle du travail qui fait que forcément on a besoin de mâles pour faire certaines tâches ou de femelles pour faire certaines tâches, fait qu'il y a une dépendance mutuelle qui est créée, et c'est ça qui oblige à former des familles à au moins un membre de l'autre sexe. Donc, dit comme ça par Lévi-Strauss, traduction par Nicole Claude Mathieu, il a fait une théorie manquée de l'hétérosexualité. Il a montré en tout cas, et il a pensé au tabou de la similitude. Donc je pense que ça remonte à longtemps, ça mériterait plein de discussions, voilà. Donc ok, Lugones dit, voilà, il y a l'imposition du genre avec la logique de la colonisation, il y a l'imposition pour les coloniser de ce qu'elle appelle le genre, enfin je vais dire plutôt dans l'ordre, c'est plus facile à comprendre. Les colonisateurs tris sont du côté clair, light du genre, donc ce qu'on connaît, les femmes sont des mères, elles sont fragiles, elles sont peu intéressées par le sexe, mais très intéressées par la maternité, pas très costaudes, etc. Très fidèles. Genre clair. Genre foncé, obscur, imposé sur les colonisés, c'est tout le contraire. C'est pas des bonnes mères, c'est même pas des mères. En fait, ce ne sont pas des... Elles n'ont qu'un sexe, elles n'ont pas de genre. Donc c'est des femelles. Voilà. Et elles ne sont pas rentrées dans la culture, dit en termes sarkoziens. Voilà. Mais c'est ça en fait ce que ça veut dire, l'imposition du genre, et l'idée, selon Lugones, que les colonisés en fait n'accèdent pas à la dignité d'être soit des femmes soit des hommes, ça reste que des mâles ou des femelles. Voilà, dit de manière très rapide. Troisième groupe de théoriciennes, les féministes noires et les lesbiennes noires du Combahee River Collective, donc un groupe de Boston qui, dès les années 70, donc il y avait déjà un mouvement féministe noir depuis le début des années 70, et même un petit peu avant aux États-Unis, donc c'est pas un truc nouveau, hein. Donc il y a des groupes qui se revendiquent du féminisme noir, et à Boston, il y a un groupe qui trouve que, enfin, se forme un groupe de femmes et de féministes et de lesbiennes noires qui trouvent qu'une partie du mouvement féministe noir est trop bourgeois, et qui font un groupe plus radical, qui a aussi des positions de classe affirmées, et qui est le premier en 79 à écrire une déclaration féministe noire, qui est tout à fait singulière, parce qu'elles disent, c'est les premières à le dire, à l'écrire noir sur blanc, notre situation résulte de 4 systèmes d'oppression imbriqués. Interlocking systems of oppression, le racisme, le patriarcat, le capitalisme, l'hétérosexualité. Et elles disent, nous, on ne supporte plus maintenant qu'on nous découpe en petits morceaux ou qu'on nous dise qu'il y a des priorités, etc. On est des militants dans le mouvement noir, et dans le mouvement noir, c'est très bien sur la race, mais sur le sexe et la classe, c'est nul. Dans le mouvement féministe, c'est très bien sur les rapports sociaux de sexe, on adore et tout, mais par contre, sur le reste, c'est nul, c'est-à-dire raciste, classiste. Et dans le mouvement socialiste, très bien sur la lutte contre le capitalisme, mais au niveau de la race et du sexe, ils n'ont rien compris. Donc, nous faisons un groupe où nous pouvons lutter, où nous pouvons être tout ce que nous sommes à la fois, et nous pouvons lutter sur tous les plans à la fois, et pour nous, on refuse, on se laissera plus dire, il y a une lutte qui est plus importante qu'une autre. Toutes ces luttes sont importantes au même niveau, parce que sur nous, les effets, on ne peut pas démêler, dire c'est 30% de racisme, 50% de sexisme et 20% de capitalisme. Non, c'est... Donc, elles mettent en évidence une co-construction, une simultanéité des effets et une non-hiérarchisation de l'importance des systèmes d'oppression. Et ça, c'est vraiment, là je le dis vite, ça paraît comme ça, mais c'est hyper révolutionnaire, c'est une hypothèse, hein. C'est leur position,
bien sûr qu'il y en a qui disent non, bien sûr le premier c'est le patriarcat, d'autres vont dire non, c'est le capitalisme. Mais elles tiennent cette position et personnellement, je la tiens aussi. Je pense vraiment, bien évidemment, que si on prend un truc très ponctuel et très peut-être, il y a pour des personnes, pour des périodes, des trucs qui sont plus saillants que d'autres à certains moments, mais globalement, c'est vraiment les trois, et ils se co-construisent, vraiment, c'est important de comprendre ça. Et ils fonctionnent étroitement ensemble. Et ce n'est pas une approche additive, c'est-à-dire c'est pas les pauvres, elles sont, en plus d'être noires, c'est des femmes, et en plus d'être des femmes noires, c'est des prolétaires. C'est pas du tout ça qu'elles disent. Elles disent, chaque personne est positionnée dans ces trois rapports, plus la question de l'hétérosexualité, et ça crée des positions spécifiques qui ne sont pas nécessairement pires ou meilleures les unes que les autres. Les systèmes et les oppresseurs existent et les opprimés existent, mais c'est pas parce qu'on est opprimé qu'on est par exemple nécessairement plus victime, c'est pas exactement leur terme, mais par exemple une certaine position d'oppression peut donner une lucidité particulière. Ou bien, là je prends une autre autrice, je prends Patricia Hill Collins, donc féministe noire états-unienne, dit une des choses que les femmes noires aux États-Unis ont, que n'ont pas les hommes noirs et que n'ont pas les femmes blanches, c'est l'appui de certaines institutions qui leur donnent une force que les hommes noirs n'ont pas et que les femmes blanches n'ont pas, l'Église noire et la famille matrilinéaire. Ça, les hommes noirs, ils n'en bénéficient pas, et les femmes blanches non plus. Et en fait, par exemple, dans nos organisations noires, disent-elles, il y a plein de femmes dirigeantes. Ce que les femmes blanches, il faut lutter dur pour... Donc, c'est pas « Ah, pauvre de nous, on est en plus femmes, en plus... » C'est autre chose qu'elles disent. L'imbrication des rapports sociaux, c'est autre chose que ça dit. Et ça ne parle pas seulement des personnes, ça parle des systèmes. Donc, c'est pas tellement une question... Et ça, elle ne parle pas tellement de leur identité, elle parle des effets de ces systèmes pour positionner les gens, pour mettre les gens dans des positions. Donc en fait, le problème, il n'est pas dans les personnes, il est dans les systèmes sociaux. Donc si on veut changer des trucs, c'est pas la peine de se dépigmenter la peau, même si on peut comprendre pourquoi on peut se dépigmenter la peau, le problème c'est de lutter contre le racisme. Et c'est pas tellement une question individuelle de je vais me défriser, c'est une question collective d'arriver ensemble à changer la signification de ce que peut signifier les cheveux frisés et beaucoup plus largement bien sûr le racisme. Dernières autrices, pour le dire vraiment très rapidement, c'est tout le travail des chicanas, des féministes chicanas, donc d'origine mexicaine mais états-unienne aux États-Unis. Celles qui sont connues notamment, c'est Gloria Anzaldúa, enfin plus connue, Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga, Norma Alarcón. On les a toutes traduites en français, toutes publiées dans les cahiers du CEDREF, accessibles en ligne, vous pouvez regarder facilement et tout ça. Et Norma Alarcón, notamment, dit ou explicite la démarche des autres en disant, en fait, seuls certains groupes très privilégiés, notamment des hommes blancs, et les femmes blanches luttent pour accéder à ce privilège d'hommes blancs, seuls certains groupes très privilégiés ont une conscience d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes comme justement une individualité fixe, sans contradiction, etc., une unité, alors que, par exemple, typiquement, Gloria Anzaldúa, tout son travail sur ce qu'elle appelle la conscience de la métisse, c'est l'idée de dire je suis un espèce d'espace vide dans lequel il y a des voix contradictoires qui se heurtent et qui me disent, l'une me dit ton père est anglo, tu dois être solidaire de la culture anglo, ma mère elle est mexicaine, mais ma mère il y a des origines indiennes, des origines espagnoles. Tout ça se choque à l'intérieur de moi et ça fait de moi une personne tout à fait particulière, bien différente de l'homme blanc qui n'a pas de contradiction en lui et qui pense qu'il a un moi autonome, qu'il a une conscience cartésienne, je pense. Donc elle est là, il y a des choses en moi qui pensent. Donc il y a des choses en moi qui sont peut-être, pourrait-elle dire, pour le dire de manière très très rapide. Donc pour une personne qui pense le sujet comme ça, on comprend bien que la question qu'est-ce qu'une femme, elle se pose encore de manière complètement différente. Donc voilà, pour conclure, puisque mon temps est fini, là, où c'est la dernière minute, ce que je voudrais vous laisser comme souvenir ou comme trace, c'est la complexité des positions respectives
de chacune, chacun et les autres. Le fait que c'est pas un problème, de mon point de vue en tout cas, c'est pas un problème d'identité et pas un problème non plus individuel, c'est vraiment le jeu d'un ensemble de rapports sociaux, moi j'ai rapports sociaux plutôt que système, qui placent chaque personne dans des positions particulières et complexes. Et qui, oui, il y a une position commune, d'une certaine manière, à toutes les femmes, mais en même temps qu'il y a cette position commune, il y a des différences radicales du fait des positions simultanées dans les autres rapports sociaux. Et le secret de la lutte qui découle de ça, c'est au lieu de lutter pour des identités fixes et qui vont se diviser à l'infini, en fait, ce qui peut nous unir, c'est un projet politique commun. Et non pas la défense de nous les femmes, nous les noirs, nous les blancs, nous les machins, les blancs n'ayant pas besoin de lutter puisqu'ils sont déjà dominants. Mais donc, ce qui pourrait être un point de ralliement, c'est une réflexion commune vers comment on pourrait vouloir changer la société collectivement, plutôt que de partir d'identités dans lesquelles, alors pour plein de raisons, on sera toujours divisé infiniment, ce sera compliqué, on n'arrivera jamais à dire si on est vraiment complètement une vraie femme, un vrai homme, un vrai je sais pas quoi. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Ce qui fait sens, c'est la position dans laquelle on se trouve, et qui est une position en plus non seulement complexe, mais en plus changeante. Voilà. Et alors, il y a encore une autre dimension que j'ai pas le temps de développer, mais dans ce bouquin, qui est mon dernier bouquin, dont j'ai quelques exemplaires si ça vous intéresse, ce à quoi je réfléchis, c'est la manière dont, dans des luttes collectives, dans des mobilisations collectives, des personnes sont amenées à concevoir au fur et à mesure de manière différente qui elles sont. Par exemple, un des cas, c'est au Salvador, comment un tiers de la guérilla au Salvador, c'est des femmes, mais elles sont rentrées en se prolétarisant et en se masculinisant. C'est-à-dire des femmes de la ville, plutôt blanches métisses, elles ont arrivé à penser qu'elles étaient des hommes paysans. Et en tant qu'hommes paysans, elles se battaient. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, finalement, elles se rendent compte que non, elles sont des femmes et que du coup, elles veulent tel truc et elles proposent tel truc, etc. Comment est-ce que ça marche, ça Comment est-ce que la conscience de soi, dans les différentes dimensions, dans les différentes positions, se transforme sous l'effet d'action collective, de mobilisation, etc. Et se transforme une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention.